Il y a des femmes qui traversent une pièce et quelque chose change. Pas parce qu'elles sont les plus bruyantes, pas parce qu'elles cherchent à être vues, mais parce qu'elles portent quelque chose d'invisible, une densité intérieure que la plupart des gens ne savent même pas qu'il est possible de ressentir. Tu es peut-être l'une d'elles, et si c'est le cas, tu sais exactement de quoi je parle, parce que toute ta vie, tu as eu l'impression d'être légèrement décalée, pas cassée, pas folle, décalée, comme si tu vivais dans un monde dont tu comprenais les règles, mais auquel tu n'arrivais pas tout à fait à croire, comme si tu voyais à travers les choses alors que les autres s'arrêtaient à leur surface, comme si ta vie intérieure était un continent entier que personne n'avait jamais vraiment visité. Véronique a 53 ans. Elle vit à Lausanne, dans un appartement lumineux au bord du lac, seule depuis 3 ans après une séparation qui l'a dévastée, mais aussi, quelque part, libérée. Elle a 2 fils adultes qui l'appellent le dimanche. Elle travaille dans la formation professionnelle, elle accompagne des adultes en reconversion, des gens qui recommencent leur vie à 40, 50 ans, et quelque chose dans ce travail lui parle intimement parce qu'elle-même est en train de se reconvertir, mais de l'intérieur. De l'extérieur, sa vie ressemble à quelque chose de stable, de raisonnable, de bien rangé. Mais la nuit, quand tout est silencieux et que le lac brille faiblement derrière les vitres, elle ressent quelque chose qu'elle ne sait pas encore tout à fait nommer. Une vibration sourde, une certitude tranquille que sa vraie vie n'a pas encore complètement commencé. Ses collègues lui disent qu'elle est trop intense. Son ex lui disait qu'elle compliquait tout. Sa mère lui a dit, un jour de Noël, il y a longtemps, qu'elle ferait mieux de ne pas tout analyser. Et pourtant, elle ne peut pas faire autrement. Elle ne sait pas vivre en surface. Elle a essayé, vraiment essayé. Pendant des années, elle a porté le masque de la femme qui gère, qui sourit, qui ne déborde pas. Et puis, un matin, à 50 ans, debout devant son miroir, elle a regardé cette femme raisonnable et elle a pensé « Je ne te connais pas ». Carl Jung appelait cela le processus d'individuation. Ce chemin douloureux, non linéaire, souvent solitaire, par lequel une personne cesse d'être ce que le monde attend d'elle pour devenir ce qu'elle est profondément. Ce n'est pas un chemin que tout le monde choisit. La plupart des gens n'ont même pas conscience qu'il existe. La plupart des gens restent toute leur vie dans ce que Jung appelait le persona, ce masque social, ce rôle joué pour être accepté, aimé, inclus, le bon employé, la bonne épouse, la bonne mère, la femme raisonnable, la personne qui ne dérange pas. Et ce masque peut être très confortable, très protecteur, jusqu'au moment où il ne l'est plus, jusqu'au moment où quelque chose en toi commence à étouffer, à frapper contre les parois, à te dire que cette vie bien rangée n'est pas ta vraie vie. Ce moment où tu commences à enlever le masque, même si ça fait peur, même si ça isole, même si les gens autour de toi ne comprennent pas ce qui t'arrive, c'est précisément le signe que tu vibres à une fréquence que la majorité ne connaîtra jamais. Et je vais te dire pourquoi, signe par signe. Le premier signe, c'est que tu ressens les choses avant qu'elles n'arrivent. Pas de la magie, pas de la superstition, de la perception. Ton système nerveux, aiguisé par des années d'introspection, d'émotions non évitées, de douleurs traversées plutôt que noyées dans le travail ou l'alcool ou les distractions, est devenu un instrument d'une sensibilité extraordinaire. Tu entres dans une pièce et tu sais qui souffre, même si cette personne sourit. Tu parles à quelqu'un et tu perçois le non-dit bien avant que les mots l'atteignent. Tu ressens une tension dans une relation des semaines avant qu'elle n'explose en conflit ouvert. Et parfois, cette hypersensibilité t'a causé des problèmes, parce que tu annonçais des choses que les autres ne voulaient pas entendre, parce que tu voyais des vérités que les gens n'étaient pas prêts à reconnaître, parce que ton radar émotionnel captait des signaux que tout le monde faisait semblant d'ignorer. Les autres appellent ça de l'intuition. Jung l'appelait la fonction de sensation développée, une intelligence émotionnelle et corporelle qui se développe chez ceux qui ont eu le courage de regarder leur propre ombre en face. Et c'est là qu'intervient le concept jungien
le plus important et le moins bien compris. L'ombre. L'ombre, chez Jung, ce n'est pas simplement le côté sombre au sens hollywoodien du terme. C'est beaucoup plus subtil que ça. L'ombre, c'est tout ce que tu as refoulé, nié, rejeté en toi parce que la société, ta famille, tes relations t'ont appris que certaines parties de toi n'étaient pas acceptables. La colère que tu n'avais pas le droit d'exprimer parce que les femmes bien ne se mettent pas en colère. Le désir que tu jugeais honteux. L'ambition que tu cachais pour ne pas effrayer les hommes autour de toi. La force que tu minimisais pour ne pas paraître menaçante. La tristesse que tu ravalais pour ne pas être un fardeau. Tout ça, cette accumulation de décennies d'autocensure émotionnelle, vit dans ton ombre. Et tant que tu ne la regardes pas en face, elle te gouverne de l'intérieur sans que tu t'en rendes compte. Elle se manifeste dans tes choix de partenaires, dans les relations que tu répètes, dans les colères qui explosent de nulle part, dans la dépression qui s'installe sans raison apparente. Quand tu commences à intégrer ton ombre, quand tu cesses de la fuir et que tu lui parles vraiment, quand tu te permets enfin de dire « Oui, je suis en colère. Oui, j'ai des désirs. Oui, j'ai de la force et je refuse de m'en excuser. » Quelque chose se déverrouille. Tu deviens plus entière, plus vraie, plus puissante, au sens le plus noble du terme. Et paradoxalement, tu deviens aussi plus sensible aux vibrations des autres, parce que tu as appris à reconnaître en eux ce que tu as d'abord reconnu en toi. Martine a 49 ans. Elle vit à Bordeaux, dans une maison de ville au volet Bordeaux qu'elle a choisie seule, payée seule, décorée seule, et dont elle est fière d'une fierté tranquille qu'elle n'ose pas toujours montrer. Comptable dans une PME familiale depuis 20 ans, elle est celle sur qui tout le monde s'appuie. Ses 2 enfants adultes, son père de 78 ans qui vieillit et appelle 2 fois par jour, ses collègues qui débordent leurs problèmes personnels dans son bureau fermé comme si elle était thérapeute. Elle ne se plaint jamais. Elle gère. C'est son identité depuis si longtemps qu'elle ne sait plus très bien si c'est un choix ou une prison. Mais depuis quelques mois, quelque chose a changé. Une fatigue qui n'est pas physique. Elle dort bien, elle mange bien. Une fatigue de l'âme. Une sensation que le sol sous ses pieds, ce sol si solide et si raisonnable, est en fait creux. Elle a commencé à lire Jung presque par accident. Un livre trouvé dans une boîte à livres devant une pharmacie, un mardi matin de novembre, sous la pluie. Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées. Elle l'a mis dans son sac sans trop y penser. Elle l'a ouvert le soir même. Et à 3 heures du matin, elle lisait encore, les yeux brûlants, avec la sensation étrange et bouleversante d'entendre pour la première fois quelqu'un décrire exactement ce qu'elle ressentait depuis 49 ans, sans jamais avoir eu les mots pour l'exprimer. Ce que Martine a reconnu en premier dans Jung, c'est le deuxième signe. Elle ne supporte plus les conversations superficielles. Et je ne parle pas d'une légère préférence, je parle d'une incapacité physique, presque douloureuse, à s'investir dans des échanges vides de sens. Quand quelqu'un passe 23 minutes à lui parler de sa nouvelle voiture ou du dernier épisode d'une série télévisée qu'elle n'a pas regardée, elle ressent dans sa poitrine quelque chose qui ressemble à de l'asphyxie. Pas de la condescendance, elle ne se croit pas supérieure, mais une vraie incapacité à habiter ce niveau d'échange. Elle est faite pour les vraies conversations, celles où quelqu'un dit enfin ce qu'il pense vraiment, pas ce qu'il est censé penser. Celles où on parle de la mort sans changer de sujet, de la peur sans la minimiser, du sens de tout ça sans rire pour détendre l'atmosphère, de l'amour tel qu'il est vraiment, pas tel qu'il est vendu. Jung disait que la plupart des gens ont peur du silence parce que c'est dans le silence que l'inconscient commence à parler. Et l'inconscient dit des choses inconfortables. Il dit « Tu n'es pas heureux ». Il dit « Cette vie que tu as construite n'est pas vraiment la tienne ». Il dit « Tu as peur ». Alors les gens remplissent le silence avec la télévision, avec les réseaux sociaux, avec le bruit des conversations inutiles.
Toi, tu ne fuis pas ce silence. Tu le cherches, et c'est pour ça que certaines personnes se sentent nues en ta présence sans savoir pourquoi. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, mais ta capacité à ne pas fuir le vide crée un espace dans lequel les masques ont du mal à tenir. Il y a une troisième femme dans cette histoire. Elle s'appelle Claudine. Elle a 57 ans. Elle vit à Bruxelles, dans le quartier d'Ixelles, dans un appartement qu'elle loue depuis 15 ans et qui est devenu, au fil du temps, une extension précise de son monde intérieur. Des livres partout, des bougies, des plantes qui débordent des étagères, des photos de ses voyages en solo au Maroc, en Islande, à Kyoto. Claudine a eu une carrière brillante dans la communication culturelle. Elle a organisé des expositions, lancé des festivals, travaillé avec des artistes, des écrivains, des gens créatifs qui lui ressemblaient. Elle n'a jamais été mariée, pas par manque d'amour, mais parce que les hommes qu'elle a aimés profondément ont tous, d'une façon ou d'une autre, finalement reculé devant son intensité. Le dernier, Jean-François, était professeur de philosophie à l'ULB. Intelligent, séduisant, cultivé. Ils ont été ensemble 6 ans. Et puis, il lui a dit, un soir de printemps avec une douceur qui n'atténuait pas la cruauté des mots, « Tu es trop pour moi, Claudine. Je ne suis pas à la hauteur de ce que tu ressens. » Elle a 48 heures de pleurs. Et puis, très lentement, elle a commencé à comprendre que ce n'était pas une insulte. C'était une vérité. Et cette vérité lui appartenait. Le troisième signe, tu as traversé des ruptures, des pertes, des trahisons, et au lieu de t'endurcir, tu es devenue plus profonde. Le monde nous dit que la douleur doit être surmontée le plus vite possible. Prends soin de toi. Fais du yoga. Vois des amis. Télécharge une application de méditation. Passe à autre chose. Mais toi, tu sais instinctivement, même si tu ne l'as jamais verbalisé, que certaines douleurs ne se dépassent pas. Elles se traversent. Il y a une différence fondamentale. Dépasser, c'est contourner. Traverser, c'est aller jusqu'au fond et remonter. Et quand tu traverses vraiment une douleur, quand tu t'assieds avec elle, quand tu la laisses parler, quand tu refuses de l'anesthésier, elle te révèle quelque chose sur toi-même que rien d'autre n'aurait pu te montrer. Elle te montre ce à quoi tu tiens vraiment. Elle te montre les limites que tu aurais dû poser bien avant. Elle te montre les parties de toi que tu avais données à l'autre et qu'il te faut maintenant reprendre. C'est ce que Jung appelait la catabase, la descente aux enfers intérieurs, comme Perséphone qui descend dans le monde des morts et en revient transformée. Ce n'est pas une métaphore poétique pour bibliothèque. C'est une réalité psychologique que toute femme qui a vécu une vraie dévastation émotionnelle reconnaîtra immédiatement. Tu descends, tout s'effondre. Ce que tu croyais savoir de toi, de l'amour, de la vie, ça ne tient plus. Et là, dans ce fond, dans cette obscurité totale, quelque chose d'étrange se produit. Une clarté commence à pointer. Une voix très calme, très ancienne, que tu n'avais jamais entendue, parce que le bruit de ta vie normale la couvrait complètement, commence à parler. Et cette voix dit « Voilà qui tu es vraiment. Voilà ce que tu veux vraiment. Voilà comment tu veux vraiment vivre. » Si en ce moment tu te sens au fond de quelque chose, d'une relation, d'une période de ta vie, de toi-même, je veux que tu saches ceci. Ce n'est pas la fin, c'est l'initiation. Les âmes qui descendent et qui remontent ne sont plus jamais les mêmes. Elles portent en elles une lumière que seule l'obscurité peut créer. Et si cette vidéo résonne en toi, si tu te reconnais dans ces mots, abonne-toi maintenant, parce que ce que je partage ici chaque semaine est fait exactement pour toi. Le quatrième signe, tu attires des personnes blessées et parfois tu t'y perds. C'est l'un des patterns les plus douloureux et les plus récurrents chez les femmes à haute fréquence vibratoire. Les gens te racontent leur vie dès la première rencontre, comme si tu étais un confessionnal ambulant. Les hommes en difficulté gravitent vers toi avec une précision troublante. Les amis épuisés t'appellent à minuit. Et toi, tu donnes.
Tu écoutes avec une qualité de présence que peu de gens savent offrir. Tu vois le meilleur dans les gens, même, surtout, quand ils ne le voient pas eux-mêmes. Et tu crois, au fond de toi, que si tu donnes assez, si tu es assez présente, assez patiente, assez aimante, l'autre finira par s'ouvrir, par guérir, par te rejoindre dans cet espace de profondeur où tu vis. Jung parlait du concept de projection, cette tendance inconsciente à projeter sur l'autre nos propres aspects non intégrés. Les personnes blessées projettent souvent sur les femmes comme toi leur anima, la figure féminine intérieure, la guérisseuse, la mère archétypale. Ils voient en toi ce qu'ils ne peuvent pas encore trouver en eux-mêmes. Ils ne t'aiment pas, toi, ou pas encore. Ils aiment l'image qu'ils projettent sur toi. Et tant que tu restes dans ce rôle, tant que tu acceptes d'être le miroir, la mère, la guérisseuse, la vraie relation ne peut pas avoir lieu. Parce qu'une vraie relation exige deux personnes réelles, pas une personne réelle et un écran de projection. Claudine a mis des années à comprendre ça. Jean-François ne l'aimait pas trop. Il ne l'aimait pas assez. Il aimait ce qu'elle représentait pour lui. La femme qui comprenait tout, qui portait tout, qui ne jugeait pas. Quand elle a commencé à poser des exigences, pas des exigences excessives, juste les exigences normales d'une femme qui veut être vue, réciprocité, présence, il a reculé. Parce que la projection s'était brisée. Elle n'était plus le miroir parfait. Elle était devenue une vraie personne avec des besoins. Et ça, il n'était pas prêt. Le problème profond, c'est que beaucoup de femmes à haute fréquence confondent cet attrait avec de l'amour. Elles se retrouvent dans des relations profondément déséquilibrées. Elles donnent, l'autre prend. Elles guérissent, l'autre se complaît dans sa blessure parce que la blessure lui vaut l'attention. Et un jour, épuisée jusqu'à l'os, elles se demandent avec une douleur réelle et légitime pourquoi personne ne prend jamais soin d'elles. Pourquoi elles sont toujours la force et jamais la fragile. Toujours l'adulte et jamais l'enfant. Toujours celle qui tient et jamais celle qu'on tient. La réponse de Jung est directe et parfois difficile à entendre. Tant que tu n'as pas clairement posé tes limites, tant que tu n'as pas dit non à ta propre tendance à te sacrifier, à te rendre indispensable, à trouver dans la gratitude de l'autre une validation que tu devrais te donner toi-même, tu continueras d'attirer des hommes et des personnes qui ont besoin d'une mère ou d'une thérapeute, pas d'une égale. Ce n'est pas leur faute. C'est une dynamique inconsciente. Et la seule façon d'en sortir, c'est de devenir consciente de ta part dans cette dynamique. De te demander, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être nécessaire? Qu'est-ce que je cherche dans le fait de sauver les autres? Quelle partie de moi ai-je abandonnée pour nourrir les parties blessées des autres? Véronique a vécu exactement ça pendant 12 ans. Elle a aimé un homme nommé Raphaël, beau, intelligent, charismatique et fondamentalement incapable de recevoir l'amour sans immédiatement le dévaluer. Il n'était pas mauvais. Il était blessé d'une façon très ancienne, très profonde, et il n'avait jamais eu le courage de regarder cette blessure en face. Alors il la rejouait. Encore et encore. Dans la relation avec Véronique, il prenait sa chaleur et repoussait son intimité. Il cherchait sa présence et fuyait sa profondeur. Il admirait sa force et la punissait d'être forte. Et Véronique, dans sa générosité infinie, dans cette capacité jungienne à voir le meilleur des gens même quand ils ne le montrent pas, avait cru pendant 12 ans qu'elle pourrait l'aider à guérir, qu'il suffisait d'aimer assez, d'être assez patiente, d'expliquer assez clairement. Jung aurait dit qu'elle projetait son propre animus, sa partie masculine intérieure, courageuse, guérisseuse, bâtisseuse, sur cet homme qui, lui, n'avait pas encore entrepris ce travail. La séparation l'a brisée pendant 1 an entier. Elle ne sortait plus le week-end. Elle pleurait dans sa voiture entre 2 rendez-vous professionnels. Elle dormait mal, mangeait peu, regardait des photos sur son téléphone à 3 heures du matin en se demandant ce qu'elle avait fait de faux. Et puis, très lentement, quelque chose a changé. Elle a commencé à se demander non plus pourquoi est-ce qu'il ne m'aimait pas assez, mais
Pourquoi est-ce que j'ai accepté si longtemps si peu? Et cette question, cette simple inversion du regard, a été le début de tout. Le cinquième signe qu'une femme vibre à une haute fréquence, elle ressent le besoin de créer, pas nécessairement de l'art au sens institutionnel du terme, bien que ça puisse l'être, mais créer quelque chose de vivant et de personnel. Écrire dans un journal, cuisiner avec intention et attention, comme un rituel, jardiner, transformer un espace vide en quelque chose de beau, construire une routine matinale qui soit une œuvre d'art minuscule. Ce besoin de création n'est pas un caprice ou un luxe réservé aux âmes sensibles. C'est une nécessité profonde, une pulsion psychologique que Jung décrivait comme l'une des manifestations les plus directes de l'inconscient collectif cherchant à s'exprimer à travers un individu particulier. Quand tu crées, vraiment crées, avec présence et intention, tu n'es plus seulement toi. Tu deviens un canal pour quelque chose de plus grand que toi, et c'est pour ça que la création guérit d'une façon que ni la thérapie ni les médicaments ne peuvent remplacer entièrement. Pas parce qu'elle distrait de la douleur, parce qu'elle connecte au vivant en toi qui persiste malgré la douleur. Martine a recommencé à peindre à 49 ans après 30 ans d'absence. Elle avait arrêté au lycée parce qu'un professeur avait dit devant toute la classe que son travail était agréable mais sans véritable talent. Une phrase. 30 ans d'abandon. Elle ne sait pas exactement pourquoi ce dimanche-là de janvier, seule dans sa maison au volet Bordeaux avec la pluie qui frappait les vitres, elle est allée au fond d'un placard chercher une vieille boîte d'aquarelle. Elle dit que ses mains savaient ce qu'elles faisaient avant que sa tête ait décidé quoi que ce soit. La première fois qu'elle a posé de la couleur sur une feuille blanche, elle a pleuré. Pas de la tristesse, de la reconnaissance. Le type de pleurs qui arrive quand quelque chose de longtemps perdu revient enfin. Elle peignait 2 heures par semaine au début, puis 4, puis tous les matins du week-end, et quelque chose dans sa façon d'occuper l'espace a changé. Elle dit qu'elle prend plus de place, pas physiquement, intérieurement. Le 6e signe, tu es attiré par les questions sans réponse. La mort et ce qu'elle signifie vraiment. Le sens de ta vie spécifique, pas de la vie en général. Ce qui existait avant que tu naisses et ce qui existera après que tu partes. La nature du temps et pourquoi certains moments semblent contenir une éternité et d'autres semblent vides dès qu'ils arrivent, et ce que Jung appelait la synchronicité. Ces coïncidences troublantes, trop précises pour être purement aléatoires, qui ponctuent la vie de ceux qui ont développé une relation profonde avec leur monde intérieur. Tu as probablement vécu des synchronicités, ce moment où tu pensais intensément à quelqu'un depuis plusieurs jours et il a appelé exactement ce soir-là. Cette rencontre qui s'est produite au moment exact où tu avais besoin de ce que cette personne avait à t'offrir. Ce livre qui est tombé d'une étagère et qui s'est ouvert sur une page qui répondait mot pour mot à la question que tu te posais depuis des semaines. Cette chanson qui a commencé dans la radio de la voiture exactement au moment où tu formulais intérieurement une décision importante. Jung ne croyait pas au hasard pur et simple. Il croyait que l'inconscient collectif, cette couche profonde de psyché que nous partageons tous, ce réservoir d'archétypes et d'images primordiales accumulées sur des millénaires d'expériences humaines, communique à travers les événements du monde extérieur quand nous sommes suffisamment attentifs et ouverts pour les recevoir. La synchronicité n'est pas magique. Elle est le signe que ton monde intérieur et le monde extérieur sont en conversation, et plus tu es connecté à ton inconscient, plus ces dialogues deviennent fréquents, précis, significatifs. Claudine a vécu une synchronicité il y a 2 ans qui a tout changé. Elle revenait d'un voyage à Kyoto. Seule, comme toujours, comme elle aimait voyager, et dans l'avion du retour, épuisée et légèrement mélancolique, comme elle l'était toujours à la fin des grands voyages, elle a sorti un carnet pour noter ses pensées. Elle avait écrit, sans vraiment y réfléchir, « Je veux rencontrer quelqu'un qui n'a pas peur de sa propre profondeur.
2 semaines plus tard, lors d'une conférence sur l'art contemporain à laquelle elle avait failli ne pas aller, elle a rencontré une femme de 62 ans, céramiste, qui lui a dit dans les 10 premières minutes de conversation quelque chose que Claudine n'avait jamais entendu de la bouche de quelqu'un d'autre. « Je cherche des gens qui n'ont pas peur du silence. » Ce n'était pas un homme. Ce n'était pas une histoire romantique. C'était mieux que ça. C'était la rencontre d'une âme sœur intellectuelle et émotionnelle, une amitié profonde qui a complètement transformé sa façon de concevoir la connexion humaine. La synchronicité ne t'apporte pas toujours ce que tu croyais chercher. Elle t'apporte ce dont tu as vraiment besoin. Et le 7e signe, peut-être le plus difficile à porter, celui que peu de gens comprennent de l'extérieur et que tu portes souvent en silence, c'est que tu te sens fondamentalement seule, même entourée. Pas malheureuse. Seule. Il y a une différence essentielle que la plupart des gens n'arrivent pas à faire parce qu'ils n'ont jamais ressenti les deux états de façon distincte. La solitude malheureuse est un manque, quelque chose d'absent qui devrait être là. La solitude que toi tu ressens est une signature, la marque de quelqu'un qui a développé une vie intérieure si riche, si complexe, si habitée, que la conversation ordinaire n'y a tout simplement pas accès. Ce n'est pas que les gens autour de toi soient mauvais ou stupides, c'est qu'ils vivent à une profondeur différente. Et tu peux passer une excellente soirée avec eux, rire sincèrement, être touché par leur gentillesse, et rentrer chez toi avec le sentiment que quelque chose n'a pas eu lieu. Quelque chose d'essentiel, ce contact profond, cette rencontre vraie qui va sous la surface et qui touche à ce que tu es réellement. Jung décrivait l'individuation comme un chemin essentiellement solitaire, non pas parce que les vraies relations sont impossibles pour les âmes profondes, mais parce que cette transformation intérieure ne peut pas être faite à deux. Elle se fait seule, dans le silence de tes nuits, dans la confrontation avec tes propres ombres, dans ce dialogue intérieur que les autres ne peuvent pas entendre. Et cette solitude, au début, est douloureuse. Elle ressemble à un rejet, à un défaut de fabrication, à une condamnation à être toujours à côté de la vraie vie. Mais à mesure que le processus d'individuation avance, à mesure que tu deviens plus toi-même, plus entière, moins dépendante de la validation extérieure, cette solitude change de nature. Elle ne ressemble plus à un manque. Elle ressemble à une présence. La présence de toi-même, enfin, pleinement. Véronique dit aujourd'hui qu'elle n'a jamais été aussi seule dans sa vie quotidienne et jamais aussi pleine. Le paradoxe la fait sourire maintenant, ce sourire tranquille de quelqu'un qui a compris quelque chose d'important. Elle sort le dimanche matin, marcher seule au bord du lac par tous les temps. Elle tient un journal depuis 2 ans, des pages entières d'une écriture qui lui appartient entièrement, que personne ne lira jamais. Elle ne cherche plus à remplir le silence avec du bruit, les soirées vides avec des gens qui ne lui correspondent pas, les fins de semaine libres avec des activités pour ne pas se retrouver seule face à elle-même. Et paradoxalement, et c'est le paradoxe central de tout ce chemin, depuis qu'elle a arrêté de fuir sa propre compagnie, depuis qu'elle est devenue quelqu'un qu'elle est heureuse d'être, les vraies rencontres ont commencé à arriver. Pas des hommes qui avaient eu besoin d'elle pour se sentir entiers. Des personnes, hommes et femmes, qui la voyaient vraiment, qui n'avaient pas peur de sa profondeur, qui la rejoignaient dans cet espace au lieu d'en reculer. Jung disait « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux s'en trouvent transformés. » Si tu vibres à une haute fréquence, tu ne cherches plus des gens qui te distraient ou qui te sécurisent ou qui remplissent un vide. Tu cherches des gens qui te transforment, des conversations qui te laissent différente de ce que tu étais avant de les avoir, des relations qui t'invitent à aller plus loin dans toi-même plutôt qu'à en sortir. Et pour attirer ces personnes-là, pour qu'elles puissent te voir et que tu puisses les voir, il faut d'abord arrêter de te diminuer pour entrer dans des espaces trop petits pour toi. Il faut cesser d'excuser ton intensité, de t'apologiser de ressentir trop fort, de minimiser ta profondeur pour ne pas intimider. Il faut, au contraire, la cultiver, l'habiter pleinement, en faire non pas ton défaut principal, mais ta force centrale.
Martine a dit à sa fille de 24 ans, un soir récemment, quelque chose qu'elle n'aurait jamais dit il y a 2 ans. Je ne veux plus jamais prétendre que je ressens moins que ce que je ressens pour mettre quelqu'un à l'aise. Sa fille l'a regardé un long moment, puis elle a dit « Maman, c'est la chose la plus belle que tu m'aies jamais dite. » Et Martine a compris dans cet instant que sa propre transformation ne touchait pas seulement sa vie. Elle touchait les vies autour d'elle. Parce que quand une femme se donne enfin la permission d'être pleinement elle-même, dans toute sa profondeur, toute son intensité, toute sa puissance tranquille, elle donne aussi cette permission aux personnes qui l'observent. Elle montre que c'est possible, que ça ne détruit pas, que ça libère. Ce que tu vis, cette intensité que les autres ne savent pas quoi faire, cette solitude dans la foule, cette sensation de décalage permanent, ce besoin de sens dans tout, n'est pas un défaut. Ce n'est pas une maladie à traiter. Ce n'est pas quelque chose à corriger ou à atténuer. C'est une direction, une indication très précise de qui tu es et de quelle vie tu es appelé à vivre. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'à ce point, si ces mots ont touché quelque chose en toi que peu de choses touchent, ce n'est pas un hasard, c'est une synchronicité. Ton inconscient t'a guidé jusqu'ici parce que quelque chose en toi était enfin prêt à entendre ce que tu sais depuis longtemps, mais n'osais pas encore croire. Tu n'es pas trop. Tu n'as jamais été trop. Tu étais simplement dans des espaces trop petits pour toi. La question maintenant, la seule question qui compte vraiment, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cette reconnaissance?